cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Salut les amoureux du biathlon et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Avant de passer au traditionnel débrief de l'étape d'Oberhof, toute l'équipe de Biathlon en live vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Des vœux que nous adressons également aux biathlètes en leur souhaitant de ramener un maximum de breloques olympiques de tous les métaux, mais aussi du cristal comme s'il en pleuvait. Alors c'est donc l'heure du débrief de la plus brumeuse des étapes de Coupe du Monde. À moins de 4 semaines de l'ouverture des JO de Pékin, cette étape a été encore riche en enseignements, notamment pour les Bleus qui ont encore squatté les podiums et qui ont pratiqué l'échangisme de dossards jaunes pour notre plus grand bonheur. Pour évoquer tout ça, autour de moi, la fille de la bande. Salut Aurélie, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va bien et toi ? Impeccable. Aurélie, je crois que tu suis actuellement une série norvégienne sur les frangins bœufs, c'est ça ? Ouais, c'est exactement. C'est très sympa. C'est intéressant ? Ouais. Super intéressant. Pas tellement d'un point de vue sportif, mais plutôt d'un point de vue humain sur les frères, leurs relations et leurs relations au sport et à la compétition. Vraiment sympa. Ok. Également à mes côtés pour son 3e podcast, Raphaël. Salut Raphaël, ça roule ? Salut, bah écoute, toujours chaud pour cette année qui va s'annoncer magnifique d'un point de vue biathlon. Donc du coup, moi, je suis chaud patate. D'accord, t'as passé un bon week-end de biathlon devant Oberhof ? Ouais, alors j'étais bien content d'être à la maison au chaud parce que franchement, ça donnait pas envie d'être dehors. Mais c'est bon, vrai. Vu que c'était à huis clos, en vrai, l'avantage c'est qu'il n'y avait pas de spectateurs pour subir ces conditions. Ouais, c'est vrai. Ok. Et bien sûr, pour compléter l'équipe du jour, le taulier de biathlon en live, Romain. Salut patron. Ça va, t'as passé de bonnes fêtes ? Ah bah parfait, c'était une bonne trêve de Noël, mais on est content quand même de retrouver la caravane de la Coupe du Monde de biathlon avec ce magnifique week-end à Oberhof, c'était bien sympa. Ok, bon bien sûr on va en parler justement au sommaire de ce podcast. Vous en avez l'habitude, les résultats du week-end. On passera ensuite à la Coupe du Monde Hommes et la course au gros globe où nos Bleus ont bien pris place. On parlera bien évidemment aussi de la Coupe du Monde Dames où Mart Roysland aussi a mis un petit coup de massue à ses adversaires ce week-end. Et puis, on parlera également des relais mixtes. On fera un petit dossier spécial sur cette journée de samedi. Les BU Cup, il y avait des courses également la semaine qui vient de passer. Et on annoncera bien évidemment le programme de la semaine qui arrive. Bon, écoutez, ne perdons pas de temps. C'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Allez, on commence donc avec les résultats du week-end et c'est Romain qui s'y colle. Ouais, exactement. Alors on a commencé vendredi avec le sprint homme qui devait avoir lieu vendredi au lieu de jeudi. Voilà, exactement. À cause des conditions météorologiques, il a été déplacé finalement le vendredi en fin de matinée. C'est Alexander Loginov qui s'est imposé dans le vent, la neige et le brouillard devant Emilia Jacquelin et Sturla Holm Leigrid. En début d'après-midi, c'est Marte Roysland qui a commencé parfaitement son week-end en s'imposant devant Julia Simon une nouvelle fois sur le podium, mais ex aequo, deuxième donc avec Anna Sola, quelque chose qui est quand même assez rare qu'on peut voir sur la Coupe du Monde. Ensuite, le samedi, nous avons eu des relais mixtes avec donc sur le relais mixte traditionnel la victoire de la Norvège devant la Biélorussie et la France à 2 minutes. Ensuite, le relais mixte simple qui a été plus difficile pour les Bleus avec Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher qui ont terminé à la 11e place. C'est la Russie de Babikov et Retsova qui s'est imposée devant l'Autriche et l'Ukraine. Et enfin, le dimanche, nous avons terminé avec les poursuites, avec la nouvelle victoire de Quentin Fillon-Maillet, sa 3e sur cette épreuve,
d'affilée en plus, devant Sebastian Samuelsson et Tarjei Bø. Et enfin, on a terminé cette semaine de compétition avec une nouvelle victoire de Marte Olsbourg-Roseland. 3e victoire en 3 courses à Oberhof pour la Norvégienne, qui s'impose devant Anna Høberg et Dinara Alimbekova enfin sur le podium. Et la première française, c'est Julia Simon 4e devant Anaïs Chevalier-Boucher. Merci Romain. Allez, on passe tout de suite à la Coupe du Monde. On va commencer par ces messieurs. Avant d'évoquer l'aspect sportif, tout d'abord, je vais vous poser une question entre le problème de neige très humide en début de semaine. Romain a parlé du report du sprint homme, le huis clos, le vent et la brume, qui sont quand même des choses assez fréquentes à Oberhof, c'est pas une surprise. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette étape en fait, sans trop parler du sportif, même si forcément il est lié à tout ça? C'est vrai que globalement, je pense que cette étape c'était des bons entraînements pour les Jeux Olympiques, dans le sens où ça nous permet de vraiment d'avoir des conditions un peu extrêmes en termes de vent, en termes de conditions climatiques, qui fait que je pense que ça peut bien aider pour justement Pékin. Et donc ça reste une étape forcément obligatoire dans une saison de biathlon. Oberhof, c'est quand même la mecque du biathlon. Donc pour moi c'est une étape assez intéressante d'un point de vue un peu comment les athlètes se comportent face à de conditions pareilles. Mais sachant que cette étape était à huis clos, est-ce qu'il y avait un intérêt vraiment à la faire à Oberhof avec tout ce qu'on sait, ce qui se passe d'habitude? C'est un peu provocateur ce que je dis, mais... Oui, je pense qu'à huis clos, elle perd un peu de son intérêt parce que je pense que c'est une étape appréciée des biathlètes justement par l'ambiance d'Oberhof. Qu'à huis clos, ça perd vraiment de son intérêt. Par contre, c'est vrai qu'elle n'était pas prévue à huis clos en début de saison quand le calendrier a été fait. Au niveau des conditions climatiques, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes les années précédentes où c'était plutôt il y avait des problèmes de conditions climatiques, mais souvent il y avait un problème de neige. Je pense aussi, comme Raphaël, que c'était un bon entraînement ce week-end avec des conditions pas faciles pour les Jeux Olympiques. Donc je sais pas trop, un peu mitigé. Après, il faudra peut-être se poser quand même la question sur la durée, sur les années à venir, sur cette étape, parce que ça fait quand même pas mal d'années, on a des soucis au niveau de la neige, des conditions climatiques, météorologiques, ça commence à devenir ennuyeux quand même. Ces courses à Oberhof, certes c'est une étape allemande, les sponsors de la Coupe du Monde sont allemands, il y a forcément un intérêt derrière qu'on reste à Oberhof, je pense, par rapport à ça. Mais bon, à un moment donné, ça devient quand même problématique. Mais oui, c'était aussi un bon entraînement pour les Jeux, même si je ne sais pas si on peut s'habituer au vent sur un pas de tir, parce que le vent est de toute façon changeant, différent à chaque course. Donc c'est... Bon, après, il y a un travail remarquable qui a été fait par les équipes techniques. Ah oui, ils ont travaillé toute la nuit. On a vu et les toutes photos en soirées, début de semaine, on sentait le roussi quand même. Enfin bon, c'est pas la première fois qu'on aurait vu une étape, je sais plus, des étapes l'année dernière ou il y a 2 ans où c'est pareil, où il y avait juste une trace de neige au milieu et puis c'était tout vert à côté, quoi. On était vraiment sur... c'est pas forcément propre à Oberhof. Mais si le biathlon veut se développer dans une tendance plus verte, plus écologique, je pense qu'ils seront à terme obligés d'enlever toutes les étapes à basse altitude, parce qu'à Oberhof, on a déjà fait venir de la neige de l'autre côté de l'Allemagne. Voilà. Après, d'un point de vue sponsor, c'est tellement important que, c'est vrai qu'il va falloir trouver le compromis entre environnement et économique. Après, ça c'est à l'idée de trancher, bien sûr, mais c'est vrai que ça fait mal de voir justement à quel point Oberhof, ça devient compliqué en fait de faire du biathlon là-dedans, quoi. Faudra y réfléchir pour la suite. Bon, il y a eu quand même des courses à Oberhof, il y en a eu 6 en tout. Au niveau des messieurs, quelle a été votre course du week-end? Enfin, des messieurs. On va dire non, de course du week-end en général, parce qu'il y a eu 2 courses, femmes et hommes, après c'était des mix. Écoute, Romain, si tu veux commencer. En fait, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ouais, non, mais en fait, c'est bizarre, mais j'ai eu du mal à me plonger sur ce week-end. Je sais pas, peut-être le fait que ça soit décalé à jeudi, mais j'ai trouvé ce week-end assez bizarre. J'ai trouvé ces relais mixtes longs. Enfin, j'en ai parlé en plus à Rolly. Le relais mixte tout à l'heure. Traditionnel, je l'ai trouvé hyper long. Je crois qu'il dure 1 heure, il a duré 1h26, 1h28, c'est quand même pas mal,
comparé aux autres. Les courses ont été, notamment les poursuites, ont été plus longues que d'habitude. Je pense que c'est dû aux conditions et au fait que la piste est difficile. Mais ouais, je sais pas, j'ai eu du mal avec ce week-end. Alors j'ai quand même pris du plaisir à regarder les courses, mais je sais pas, il m'a manqué un truc. Mais bon, allez, s'il faut choisir une, je vais dire la poursuite homme, mais bon, sans grande conviction. Sans grande conviction. Aurélie ? Moi, je vais dire la poursuite homme aussi, avec un peu plus de conviction. J'ai trouvé que c'était un bon exemple de ce que peut être le biathlon totalement imprévisible, où on peut faire un faux départ et puis monter sur la première marche quand même. Et à l'inverse, avoir un grand boulevard et puis finir au pied du podium. Donc, la poursuite est un peu folle, imprévisible. Elle était un sapin à suivre. Et on termine avec Raphaël. Ouais, alors moi je vais changer de course, moi je vais prendre du coup le sprint féminin, qui pour moi est une autre partie du biathlon, qui est aussi le fait que c'est un sport extérieur, qui doit se battre avec les conditions qu'il y a, et je trouve que ce sprint féminin c'est un très tendu, et il y a eu vraiment beaucoup de suspense, il y a eu beaucoup de biathlètes qui étaient vraiment dans 5 à 10 secondes qui se battaient pour le podium, donc vraiment je trouvais ça très intéressant à suivre. Et surtout, à la fin, ça termine en apothéose avec la deuxième place de Julia Simon à égalité avec Sola. Moi, j'étais comme un fou derrière mon écran en mode, est-ce qu'elle va réussir à avoir cette deuxième place ou pas? Donc non, je me suis bien plongé dans ce sprint. Du coup, je vais dire le sprint à finir. Ok, merci. Allez, on passe au bleu. Quentin Fillon-Maillet est sans conteste le bleu du week-end. Un sprint placé malgré 2 fautes. Une poursuite magnifique, pourtant mal débutée, avec la victoire au bout et le dossard jaune repris à son compatriote Emilia Jacquelin. Est-ce que pour vous le Jurassien est le véritable patron de cette équipe masculine française ? Pour moi, oui, et il a toujours été, même si c'était Emilia Jacquelin qui avait le dossard jaune, mais pour moi, Quentin, ça a toujours été le chef de file de l'équipe. Il a quand même un statut de numéro 3 mondial sur les 3 dernières saisons. Donc quand même, ça pèse quand même dans la balance. Et clairement, on voit comment il maîtrise ses sujets, ses courses. Clairement, sur les courses à 4 tiers, je trouve vraiment impressionnant. Moi. Surtout la deuxième partie, sur les 2 bouts, il est... C'est sa troisième poursuite de suite, non ? C'est sa troisième victoire de suite, ouais. Il peut avoir des fois des complications sur les couchers, mais quand ça passe après, il déroule. Il nous a refait sa spéciale. Ouais, c'est ça, je trouve. Ouais. En fait, quand il passe au debout, il enclenche un autre mode et il fait que il devient en fait le patron de la course, et c'est lui qui finalement qui a les choses en main, même si bon, là il a quand même profité de la craquante de Loginov devant, mais clairement. Pour moi, c'était taille patron pendant la saison, et aussi en équipe de France. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Ouais. Au-delà des résultats, il y a aussi ce côté où, par l'exemple, c'est quand même le bosseur par excellence du biathlon français. C'est celui qui vraiment s'est forgé depuis très tôt, qui est un travailleur acharné. Et donc, je pense que il est aussi l'exemple pour ça, le patron, vraiment, pour ce côté travail et ce côté aller à l'entraînement, et vraiment bosseur, quoi. Peut-être un petit peu en deçà sur le sprint. Bon, 9e place avec 2 fautes, c'est pas mal. Mais il a passé pas mal de temps sur le pas de tir, je crois. C'est ça aussi qui l'a fait pas mal reculer par rapport à ses concurrents directs pour le général. C'était pas un sprint facile en plus. On se rappelle les conditions. Je crois que c'était les pires du week-end. C'était un peu la loterie sur cette course. Mais on sait que Quentin ne réussit pas forcément en Beurhoff à la base. C'est un site qui lui a souvent... qui n'a souvent pas réussi. Il a souvent besoin de pas mal de courses pour se mettre en jambes. Il est surtout en forme sur les dernières parties de bloc, ce soit en Gros-Bornand, à Antols. Alors là, tu vois, il commence dès le début, là, en forme sur cette première étape là de janvier, c'est prometteur. Donc ouais. Ouais, il repart sur les mêmes bases que la fin 2021, et forcément. Avec la victoire et puis ce dossard jaune, on va en parler très très rapidement de cette course au Gros Globe, et justement un dossard jaune qu'il reprend à Emilia Jacquelin, donc il se passe toujours quelque chose avec Emilia Jacquelin. Donc magnifique deuxième du sprint, il a connu une journée compliquée sur la poursuite avec une chute, une nouvelle chute, on peut continuer à compléter sa carte de fidélité, et surtout un possible problème de matériel. Est-ce que pour vous cette course
bon, elle n'est pas forcément synonyme de ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant ou le reste de l'année. C'est une course à part et elle remet rien en cause vu tout ce qui s'est passé autour de lui sur justement sur cette poursuite. Bah, je pense que clairement, pour moi, c'est vraiment un cas isolé. Enfin, j'espère de tout cœur que c'est ça. Mais non, globalement, je pense que c'est un cas isolé dans le sens où même lui-même le disait qu'il avait une certaine forme à ski et que il déplore un problème peut-être matériel ou et puis en plus la chute ça n'a pas aidé. Mais non, clairement, je pense que c'est une course à oublier pour lui et je pense qu'il va faire un reset mental pour la prochaine étape et qu'il va repartir de plus belle. En plus, enfin sans forcément se fixer l'objectif d'avoir le dossard jaune, même si je pense que c'est un peu dans sa tête. Je pense qu'il veut préparer au mieux les Jeux Olympiques et donc c'est vrai que, enfin, je pense qu'on va avoir un beau match entre Français justement à partir du moment où du coup on va avoir des différentes nations qui vont faire des impasses pour justement se battre pour avoir en fait ce dossard jaune et du coup non pour moi ça ne remet pas en cause cette régularité. C'est un cas isolé, quoi. Exactement. Et je pense pareil. Je pense qu'il a semblé en difficulté dès le début. On ne sait pas tellement ce qu'Emilien. Quand Emilien est pas régulier, généralement, c'est que, enfin moi je trouve, c'est soit il part comme un fou, soit il tire comme un fou. Là, il a semblé quand même dans le dur dès le début, donc je pense que c'est plutôt une course anecdotique que pertinente sur l'ensemble de sa saison. En tout cas, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de. Même avec le dossard jaune sur les épaules, hein, il ne joue pas petit bras en gestion. On l'a vu sur le dernier tir. Hein, il a tout lâché. Ouais. Bon, il fait 3 fautes. Il aurait pu peut-être essayer d'assurer un petit peu plus, mais ça ne l'intéresse pas d'assurer. Hein, c'est un compétiteur. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on a un peu plus de précision sur cette histoire de matériel est-ce qu'il y a vraiment eu un souci de matériel? Est-ce que enfin, lui en était certain en interview juste après la course, mais est-ce que depuis la fin de la course, on a eu un peu plus d'informations? Non, je ne crois pas qu'on ait eu de plus Ouais. d'informations et c'est ça qui peut être aussi un peu inquiétant parce que apparemment le fartlage était bon, les skis des autres athlètes qui sont chaussés de rossignol ont bien skié aussi. Bon bah j'espère que c'est pas une maladie ou autre chose pour un virus pour Emilien, mais non, j'ai pas vu d'autres informations, mais ouais, ça fait c'est quand même bizarre que d'un coup En tout là, cas, il lui ait était certain que ça venait pas ce de gros sa coup de forme moins physique bien sur en une course. interview. Ouais, bah tant mieux alors, hein. Tant mieux, hein. Mais on va voir ça plus rapidement. Après, voilà, Mais non, mais c'est sa déclaration. Et on a aussi appris, c'est intéressant, grâce à Fabien Claude en interview d'après-course, qu'il y a le même équipementier qu'Emilien Jacquelin, qu'il y avait un choix 1 et 2 au niveau des skis et que c'était Emilien Jacquelin qui avait le choix numéro 1. Et justement, Fabien Claude disait qu'il a l'impression de s'en être plutôt bien sorti au niveau du ski et des sensations avec le choix numéro 2. Donc bon, peut-être qu'on aura une réponse un peu plus tard dans la semaine autour de ça. Mais bon, voilà, comme disait Romain, on espère que c'est pas un problème physique ou quelque chose. Bon, on verra ça. D'ailleurs, bon, on a parlé de Quentin, on a parlé d'Emilien. Les choses se précisent au général pour nos Bleus. Entre le week-end moyen des Norvégiens et leur impasse sur la deuxième étape d'Oberhof, l'impasse probable de Samuelsson à Antols, l'absence de la tip-off pour Covid et surtout la grande forme de notre duo bleu. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui pourrait empêcher un Français de ramener les gros globes à la maison? Oui, puis spécial dédicace. Globalement, c'est vrai que ça semble sentir bon. Après, faut pas non plus s'enflammer. Comme l'a dit Quentin à l'interview, c'est vrai que globalement, on pensera au général après les Jeux Olympiques. C'est une année olympique, mais et puis globalement, quand on regarde d'un point de vue analytique, du coup, le troisième au général qui est Samuelsson, il a quand même fait une 40e place à l'individuel d'ouverture. Si jamais il fait une impasse, ça veut dire qu'il y aura les deux courses retirées sur 2 C'est cas. ça, deux Il met courses 0 individuelles, ouais. Exactement. Donc ça veut dire qu'il a une course qui est figée en tant que 40e et donc un seul point pour le classement. Donc c'est vrai que ils partent avec des gros avantages et surtout avec la possibilité de faire d'avoir des ratés. Mais après, enfin encore une fois, si un raté, c'est comme aujourd'hui pour Emilien, c'est une 17e place. Franchement, c'est vrai que ça semble quand même bien parti. Après, j'ai pas envie de leur porter la poisse non plus. ouais, les adversaires laissent une porte grande ouverte quand même à Emilien et Quentin. Là, déjà qu'ils ont de qu'on se l'avance. pose la question, qu'on se pose la question, c'est incroyable, quoi. Déjà C'est qu'ils ont de l'avance au général, c'est déjà pas mal. Une belle avance quand même sur pas mal de clients.
Là, qu'on leur laisse une course en plus, alors qu'ils ont aussi des résultats en deçà aussi. Emilien a une 35e place, déjà, ça fait des courses des Quentin, une petits points 32e. moins. Voilà, donc finalement, ils vont peut-être pas perdre tant que ça. Donc, ouais, moi, ouais, pour moi, Quentin, je le vois quand même. Enfin, il a déjà montré dans le passé qu'il pouvait durer tout un hiver, même si il vise peut-être les jeux en priorité. Mais pour moi, je m'inquiète pas pour Quentin. Emilien, quand même, on voit qu'il a passé un cap cette année. Il est quand même beaucoup plus régulier. On verra si la semaine prochaine si la poursuite d'Oberhof n'est qu'un petit accro. Voilà, aussi Emilien peut faire largement le taf. Ouais, c'est quand même, ils ont quand même les cartes en main pour aller chercher ce gros lob là, les deux petits bleus là. Et puis c'est quand même fou de se dire que s'il y en a un qui craque, on a potentiellement l'autre. Enfin, c'est vrai que c'est. Enfin, Ah ouais, on a eu ça aujourd'hui, hein. Ouais, Justement, ouais, c'est hein. ça, c'est vraiment ça. Ils prennent le relais l'un l'autre et il y en a. Enfin, depuis, je sais plus, ça fait combien de courses, mais j'ai l'impression qu'il y en a un. Enfin, il y en a forcément un des deux sur le podium depuis 5-6 courses. Enfin, c'est quand même assez monstrueux d'avoir ça en équipe de Ouais. France. Mhm. Ouais, celui qui perd gros, c'est quand même Latifov, hein, Oberhof, bien malgré lui. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver à nous bleus aussi. Hein, Ah, ça, on peut pas, oui, hein. ça, Ah on ouais. peut pas maîtriser ça. Même eux, ils Je vous peuvent rappelle pas la question, forcément hein, c'est maîtriser. qu'est-ce qui pourrait empêcher un Français de ramener le gros globe. Donc il faut prendre tout Mhm. ce qui justement peut être un frein pour eux. Ça, malheureusement, ça peut l'être. Ah, ça, ouais. Donc, On croise les doigts pour eux et même pour les autres aussi, hein, mais ouais. Après aussi, le grand perdant dans l'histoire de ce week-end, c'est Christensen, hein, qui a fini très loin aussi. sur la Ouais. poursuite. Donc, qui a quand même assez relégué au classement, qui est même passé désormais derrière Tariebeu, qui a moins d'une victoire de Quentin, mais quand même, il y a quand même une distance hein, entre les deux, et même avec Emilien. Donc, ouais, on se dirige peut-être vers quand même un duel. Donc, Quentin-Emilien, avec un Samuelson en observateur qui serait prêt à bondir si jamais les deux tricolores flanchent complètement sur la fin de l'hiver. C'est ça, Samuelson hein, qui sera, comme je disais, certainement absent à Antols. D'ailleurs, Romain, hein, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les impasses prévues pour les différentes nations majeures? Ouais, alors je vais essayer d'être assez clair. Alors on n'a peut-être pas forcément toutes les infos, mais alors sur Eupolding déjà, il n'y aura pas les grands A, les grands leaders de l'équipe de Norvège, hormis Marte Holzboe-Rosseland et Thierry Lecoff. Marte Holzboe-Rosseland sera, elle, absente à Antols, comme les Suédois. Donc logiquement, Samuelson ne sera pas là, les Söderberg non plus. Normalement, c'est tous les sélectionnés olympiques qui ne seront pas là, comme aussi donc, pour la Norvège à Ruhpolding. Et aussi, normalement, les Russes, une partie de la Russie ne sera pas présente à Antols. Latipov devait ne pas y être, mais vu que bon, il a été testé positif à la Covid ce premier week-end en janvier, et qu'il sera aussi absent normalement à Ruhpolding, logiquement, il devrait quand même être du voyage pour Antols. Donc c'est assez flou encore sur qui sera absent ou pas pour la Russie. Mais en tout cas, normalement, pour Norvège et Suède, les leaders feront la passe sur au moins une course. Ouais, c'est impressionnant hein, les Norvégiens. Ça veut dire que le 4e, 5e, 6e et 7e mondiaux seront absents hein, cette semaine Ouais. à Ruhpolding. Hein, donc forcément, ça va pas mal rebattre les cartes. Là, on peut clairement avoir un podium pour le général qui va se détacher cette semaine. Hein. Ça Ouais, paraît logiquement, bien ouais, parti. Samuelson, oui, Jacquelin et Fillon-Maillet vont prendre un peu Ouais. d'air sur l'armada norvégienne qui est entre la 4e et 7e place là. Ouais, c'est clair, c'est clair, clair. Bon, affaire à suivre. Et puis, bien sûr, hein, sur le site biathlonlive.com, hein, vous retrouverez ces impasses, ces officialisations, entre guillemets, hein, qui seront données. Peut-être que certaines arriveront aussi entre l'enregistrement de ce podcast et la diffusion. Oui, c'est sûr Oui, même. Romain? Nous, Ouais. là, voilà, pour être honnête, pour être franc, on tourne le podcast le dimanche soir, là. Mais logiquement, la compo, la sélection norvégienne devrait tomber le lundi matin. Enfin, normalement, pour ceux qui nous lisent, vous aurez déjà l'info avant d'écouter ce podcast, normalement. Voilà. Voilà. Ok, merci Romain pour ce point impasse. Avant de passer aux autres biathlètes du week-end hein, chez ces messieurs, un petit mot sur les bleus, les autres bleus rapides. Hein, malheureusement, Eric Perrault
et Antonin Guigona n'ont pas réussi à se qualifier pour la poursuite. Par contre, on a Fabien Claude et Simon Destieux, bon, un peu moyens sur le sprint, mais qui nous ont agrémenté de deux belles remontadas. Le mot est à la mode. Je sais pas si un d'entre vous veut dire un petit mot sur Fabien Claude. Bah, ouais, Fabien qui s'est bien ressaisi après le mixte simple. Ça avait été compliqué avec Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, qui a fait une sacrée course, tir à 18 sur 20, je crois. Oui, c'est ça, 18 sur 20. Ouais, c'est ça. Une belle course dans le top 10 avec son frère, Florent. Aussi. Donc c'est aussi sympa de voir T'es ça. pas loin de faire une cérémonie des fleurs à deux. Ouais, ça aurait été pas mal. Mais ouais, grosse course de Fabien sur la poursuite. Et ouais, Simon qui a fait une belle remontée aussi. Mais là, Simon, il n'y avait pas grand-chose sur les skis ce week-end. Oberhof. Ouais. Même aussi, on peut parler d'équipe de France en général. C'était un peu moins bon que sur l'ensemble du début de saison. Alors peut-être c'est le fait de relancer la machine ou tout simplement le fait que par rapport aux dotations, là ça va s'équilibrer avec des nations qui vont monter en puissance jusqu'au jeu, alors que les Français ont peut-être plus voulu être au top dès le début. On va voir ça des RuPaulings, même si bon, il n'y aura pas les Norvégiens, en tout cas les leaders pour comparer, mais un Simon Détieux un peu émoussé là sur cette première étape de janvier. Ah, peut-être que la dinde de Noël a été trop grosse. La reprise est peut-être un peu compliquée. On a tous eu peur, notamment avec quand on s'est pas mal focalisé sur Émilien Jacquelin qui avait des soucis à ski. Je sais pas si vous aussi vous avez repensé à cette fameuse étape d'il y a 2 ans où les Bleus n'avançaient pas. Complètement, ouais. Et après, bon, on a vite été rassuré quand on a vu que Quentin remontait le classement progressivement, donc c'était pas un problème de fartage pour toute l'équipe, quoi. Mais alors là, ça aurait été ça aurait été une belle misère, mais bon, ça va. Enfin, malheureusement pour Emilien, peut-être pas, mais pour les autres bleus, c'était pas la catastrophe. Ok, bon allez, on clôture la page des Français. On va parler des autres biathlètes du week-end et notamment de nos amis norvégiens, avec une déclaration, notamment qui a eu lieu après le sprint homme de l'entraîneur de l'équipe norvégienne, Siegfried Mazé. Lui était posé la question sur les ambitions générales de ces athlètes. Justement, avant de vous poser une question, Romain, est-ce que tu peux en quelques mots, nous résumer cette interview du coach français de la Norvège? Ouais, donc Siegfried Mazé, entraîneur du tir masculin de la Norvège, a été interrogé par la chaîne d'équipe après le sprint. Le sprint décevant une nouvelle fois de Johannes Bö qui avait terminé 28e avec 5 erreurs. Et donc le coach était quelque peu agacé de la performance de son athlète. Surtout qu'ils avaient bien bossé durant la trêve de Noël, c'est ce qu'il disait. Ils avaient pas mal mis de choses en place, ils avaient trouvé des solutions pour son tir couché. Mais malheureusement, en fait, apparemment, Johannes Bö se serait peut-être senti un peu trop à l'aise justement après ces changements, le fait d'avoir trouvé des choses, et il a tiré comme un cadet, comme a dit Siegfried Mazé, et ça a fait une mauvaise course pour lui. Et voilà, du fait que Johannes Bö maintenant se retrouve quand même assez loin au général, et bon, pour Siegfried Mazé, le général c'est foutu pour son leader, et même pour l'ensemble de l'équipe, même si alors avant le poursuite, Vetle Christiansen avait encore sans doute une petite chance de réussir, c'était le mieux placé, mais malheureusement le coach norvégien n'y croit plus trop en ses hommes pour la course au globe. Et on sait que la Norvège est quand même vraiment focalisée cet hiver sur les Jeux Olympiques. Le globe de cristal n'est pas un objectif principal cet hiver, comme on le comprend. Voilà, c'est ça, parce que on l'a évoqué tout à l'heure avec ces fameuses impasses. Un biathlète comme Tarjei Bø, il est à moins de 60 points de Quentin Fillon-Maillet actuellement, donc c'est pas non plus la Bérésina, mais c'est vrai que avec l'impasse, et puis Johannes Bö, clairement, il y a un souci, sur le tir. On va dire que Siegfried Mazé, Romain, il est plutôt résigné, mais il est plutôt réaliste aussi. Oui. Honnêtement, oui, je trouve que c'est honnête, c'est normal. L'écart qu'il y a avec les Français, le fait qu'on va faire 2 impasses du côté de la Norvège, je trouve ça normal qu'ils disent une telle chose. Il dit pas ça pour mettre la pression sur les Bleus ou dire pour se cacher et revenir à fond les ballons en fin de saison. Non, pour moi là,
les Norvégiens n'ont plus du tout les cartes en main pour jouer le général. Il va falloir vraiment des grosses craquantes, comme on le disait, d'Emilien ou de Quentin, ou même de Sébastien Samuelsson pour aller le chercher, ce général. Hein. Oui, il y a Mais peut-être Oui, vas-y, ouais, Aurélie. je disais, moi, j'ai pas vu l'interview sur l'équipe, mais est-ce qu'il avait l'air d'accord avec cette décision collective d'avoir un objectif donc d'équipe des Jeux Olympiques vis-à-vis par rapport au général, ou est-ce que ça a juste été décidé comme ça et lui c'est donc Il n'en a pas Non, vraiment il parlé, hein, il me pas, semble. non, il l'a pas forcément dit, il n'a pas donné son hmm. point de vue sur le fait de tout miser Non, parce que je sur suppose les que c'est jeux. quelque Ouais. chose qui se discute entre les entraîneurs, mais j'ai quand même plus l'impression que c'est un objectif des entraîneurs sportifs, physiques norvégiens et des athlètes que éventuellement de Siegfried Mazet. Mais Non, bon. Bon, ouais. il y a quand même une petite éclaircie au milieu de tout ça pour les Norvégiens, hein, ça semblait être assez rapide sur les skis. Ouais, et puis Ouais. Tariebeu, il fait quand même la saison. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu Tarier en aussi bonne forme. Mhm. Il fait quand même des bons résultats. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est lui qui a le leader de l'équipe norvégienne, maintenant que Et son petit frère est parti. est-ce qu'il est pas décomplexé justement par les mauvaises performances de son petit frère? Bon, on n'a pas la réponse, hein, forcément, mais Ouais, on pourrait le penser au vu de ce qui se passe cette saison. ouais, je pense que ça le désole quand même un petit peu, hein, mais parce que je pense qu'ils ont quand même un objectif familial aussi. Ça, ils le disent chaque année. Il y a l'objectif de ramener le globe à la maison Beu. Maintenant, oui, c'est possible. Après, aujourd'hui, par exemple, il a fait une super poursuite. Aujourd'hui, hier, enfin. Dimanche, par exemple, il a fait une super poursuite. C'est vrai qu'il allait très vite. Par contre, c'est vrai qu'il a fini cuit comme une frite. À la fin de sa poursuite, on l'a vu qu'il avait du mal à se relever. C'est ce tour-là qu'il a aidé à enlever ses skis. Mais bon, non, c'est un bon leader de l'équipe. Moi, je suis contente pour lui. Oui, clairement. Ouais, et puis vraiment cette amélioration sur les skis, ça peut être un bon présage pour eux pour les Jeux Olympiques, quoi, hein. Pas qu'ils étaient non plus autour du 50e temps de ski, hein, en 2021, mais là, c'est allé super vite, quoi, j'ai trouvé quand même. Ouais, puis Tarier, il lui manque quand même un titre individuel olympique. Et je pense que c'est lui pour le coup, c'était vraiment son objectif de saison, vu qu'il est en fin de carrière, il a déjà gagné le Gros Globe. Il lui manque l'or olympique et je pense il est chaud pour ça. Et ce tour-là aussi, on l'a vu quand même bien mieux à ski Ah que oui. sur le début de saison. Oui, Donc, on clairement, voit que Oui. ça monte en Il régime nous là. a fait sa première double faute de la Coupe du Monde Ouais. sur un tir couché. C'est assez- assez intéressant de le souligner, hein, tellement il est fort en tir, quoi, hein, ça signifie. Ouais. Mais voilà, bon bah écoutez, de toute façon nos amis norvégiens vont donc certainement se reposer cette semaine, hein. Ils iront pas à Ruhpolding, enfin Enfin, repos. pour les leaders du général en tout cas. Ils font un stage quand même Donc, hein, en altitude. Oui, ils vont faire un stage, oui, tout à Hormis, fait. alors, En tout cas, on aura- Sauf hormis Johannes. Johannes 2, ouais. Hormis Johannes 2 Oui. qui, Ouais. lui, a décidé de rentrer chez lui voir Gustave. Il fait un stage psychologique. Bon, C'est bah, ça. c'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. C'est ce que son coach a dit d'ailleurs, parce que là, Johannes, il est comme au fond du trou. L'interview d'après-course, il était déprimé comme je l'ai rarement vu. Lui estime même qu'il lui faudra un miracle pour retrouver son tir à temps pour les Jeux Olympiques et faire de belles performances. Son coach n'était pas d'accord. Il y avait une interview de son coach juste derrière. Disait que non, ce qu'il lui fallait, c'était de retrouver un peu de confiance en lui et de mental, faire des petits ajustements. Et son coach disait donc que ça lui ferait beaucoup de bien de déconnecter un petit peu à la maison. Ok, bon bah donc on n'aura pas de réponse sur l'état de forme des leaders norvégiens hein, cette semaine, hein. Il faudra repousser ça à Antols. Avant de clôturer sur les hommes en Coupe du Monde, un petit mot sur les Russes. Bon, Latipov absent, et pourtant les Russes ont pas mal cartonné hein, à Oberhof. Loginov donc, qui s'impose sur le sprint, hein, qui était pas loin de faire la passe de 2 avant sa craquante. Et d'ailleurs sur cette poursuite, 4 Russes dans le top 12, dont Babikov hein, qui revient dans Tsezou. Est-ce que vous croyez à ce réveil russe habituel, hein, à l'approche d'une grosse échéance? On se souvient notamment de Loginov et les mondiaux. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous étonne? C'est une question orientée. Un petit peu. Non, du tout, non. Mais c'est juste que c'est vrai. Enfin, les Russes, quand approche une grosse échéance, ils se réveillent, quoi. Hein. Ouais, l'an dernier aussi, Ils c'était font la pareil, chose. je crois, hein, aussi, avant les mondiaux, Ouais. ils étaient bien Avant les mieux. mondiaux. Bah, c'est un peu comme les Avant les- Allemands, quoi. Enfin, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de bien préparer les grands rendez-vous et que ça monte en puissance. C'est vrai que c'est des nations qui on a l'habitude de voir ça. Donc après, enfin,
Voilà, moi j'étais surtout très impressionné alors pardonnez-moi pour la prononciation, mais Cherokos Votov, pardon, du coup, qui avait un super temps de ski et qui, malgré 2 fautes, a terminé 8e du sprint homme. Donc c'est vrai que moi j'étais vraiment impressionné surtout de la forme à ski des divers biathlètes russes. Même Loginov, hein, il avançait Ah ce bah week-end. oui. Ah bah sur la poursuite, bon, il a fait des beaux tirs et tout, mais il reprenait du temps sur la piste à chaque fois. Hein. Ouais, C'était, Ouais. ils courront sous bannière neutre, hein, les Russes. Ouais, c'est le drapeau. Jean-Luc, Alors je sais ouais. plus comment ça s'appelle, mais oui, ils vont pas courir sous leur drapeau. Ouais, Je crois que c'est C'est réfugié. le drapeau olympique. Ouais, ouais, comité Alors olympique c'est russe. pas les réfugiés, je crois que c'est juste, ouais, c'est la bannière Mm. olympique. Non, comité Un truc olympique comme ça, russe, ouais. quelque chose comme ça, je crois. Rock. Ah voilà, ouais, Ouais. c'est ça. Il existe encore le comité olympique russe, je pensais pas. Donc, ok, bon, bah, de toute façon, ils seront à suivre, hein, comme d'habitude, hein, notamment Loginov et le sprint. Hein. C'est toujours une grande histoire d'amour. Donc, on verra ça. Allez, on clôture pour les hommes, on va passer aux dames. Et puis, on va parler, on va commencer par les bleus, hein, bien évidemment. Et Julia Simon, hein, la confirmation, on peut le dire. Une nouvelle deuxième place sur le sprint. Un dernier relais décisif, hein, sur le relais mixte. Et une nouvelle poursuite pleine de caractère, hein, malgré 2 fautes dès le premier coucher. Est-ce qu'on peut dire que la biathlète des saisies en a fini avec ses démons du début de l'hiver? Bah, en vrai, moi, j'ai un truc qui m'impressionne vraiment. Enfin, je trouve qu'elle a retrouvé un peu sa grinta, sa force de caractère pour finir les courses, qu'il n'y avait pas forcément au début de saison où on la voyait quand même, pas lâcher prise, mais beaucoup moins se battre sur la piste sur le dernier tour. Là, c'est vrai à chaque fois, c'est pour plus d'enjeux, donc forcément, ça aide. Mais c'est vrai que, enfin, on retrouve vraiment cette Julia de la saison dernière qui avait fait notamment médaille d'or au single mix aux mondiaux où justement elle avait fait un dernier tour de folie et même ces différentes victoires sur des masters. C'est vrai que non, moi c'est vraiment j'ai l'impression qu'on a retrouvé vraiment qu'elle a retrouvé ce caractère pour la fin de course, quoi. Vraiment cette intensité de fin de course. Ouais. Ouais, on a retrouvé une Julia conquérante depuis le Grand Bornand. Après, on sait que malheureusement en biathlon, hein, t'as beau enchaîner 20 perfs, tu peux te craquer à la 21e et retomber dans tes travers et retomber dans tes doutes et te remettre en question. Donc ouais, non, c'est un super week-end de Julia. 2 week-ends d'affilée qu'elle enchaîne là. Deuxième place, quatrième place là au Burhoff. Après le Grand Bornand, clairement, ouais, un sacré rebond de la part de Julia. Je crois qu'elle gagne une quarantaine de places au général entre le début du Grand Bornand et la fin d'Oberhof. Ah Bon, oui. elle était très loin, hein, aussi, hein, mais elle est actuellement 11e du général. Hein. C'est vraiment une remontada Ouais. assez impressionnante et puis une force mentale. C'est ça aussi. Là, on n'avait pas de doute sur son potentiel. Julia Simon a déjà prouvé, mais par contre, mentalement, on savait pas si elle allait pouvoir se refaire et elle confirme totalement, quoi, hein, Ouais. que ça soit en course individuelle comme un sprint ou en confrontation directe. Et puis là, la poursuite d'aujourd'hui, c'est un bel exemple. Hein. Elle fait 2 fautes sur le premier tir. Peut-être qu'au début décembre, elle se serait effondrée. Et là, pas du tout, quoi. Hein. Elle est repartie super vite. Enfin, Ouais. bravo à elle. Ah, c'est clair. On la sentait quand même touchée mentalement, mais pas coulée. Et elle a réussi à rebondir. Et c'est non, une grande Julia. Et ça nous expose à de belles choses à l'avenir. Ouais, c'est toujours en plus c'est une biathlète qui est super plaisante à voir, je trouve. C'est un peu comme tu vois Emilia Jacquelin chez les hommes côté français, il se passe toujours quelque chose avec eux, que ce soit positif ou négatif. Ils nous font vibrer comme Jaja. Ouais, c'est ça. Et Julia Simon, hein, je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu le débat, hein, avant le Grand Bornand. On se demandait si elle allait pouvoir avoir sa place pour les Jeux Olympiques, hein, quand même. On a été rendu là, hein, donc c'est Ouais, quand même une on voit le progression, chemin parcouru hein, jusque-là. Hein. Ah bah c'est- c'est clair. Désormais, c'est peut-être la chef de file maintenant de l'équipe. C'est ça. Limite c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc bah écoutez, bravo elle, hein, pour cette belle semaine. Hein. On attend avec impatience à Ruhpolding. Les autres Françaises, elles ont connu des fortunes diverses, hein, sur ces 4 courses d'Oberhof. Hein. Bah écoutez, je vous laisse le choix chacun de relever un nom d'une Française et de dire en quoi
leur performance vous a plu, déplu, surpris? Voilà, on va commencer avec Aurélie. De qui tu veux nous parler, Aurélie? Alors, je vais parler de Justine. Ça m'a ni plu, Ouais. ni surpris, ni déplu, on va dire, mais ça m'a frustrée. Parce qu'encore une fois, je crois que j'avais déjà dit ça en décembre après le Grand Bornand, elle a des temps de ski exceptionnels et par contre, voilà, le tir ne suit pas. C'est frustrant, c'est dommage. Ah, ça fait de nombreuses années, hein, malheureusement. Ouais, je sais, mais bon, là, c'est vrai qu'elle sort quand même, elle a deuxième temps de ski du sprint, elle a premier temps de ski de la poursuite. Par contre, un 5 sur 10, un 13 sur 20, ça fait pas le job. Dommage, Ok. frustration. Clairement. Ok. Justine qui est qui est au classement général, elle est 12e, hein, elle est passée 4e française C'est ça. sur ce week-end. Elle a été doublée par Julia qui est donc 11e, Anaïs Bescon 9e et Anaïs Chevalier-Boucher qui est 7e. Hein. Ouais, Donc c'est ça. bon après voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire que ce quatuor, bon c'était le quatuor un petit peu attendu, hein, mais Ouais. bon il se détache clairement pour la sélection olympique. Oui. Logiquement, Oui. Ouais. il ne devrait pas y avoir de surprise à la fin du mois de janvier. On n'a plus trop de doutes là-dessus. Ok. Raphaël, tu veux nous parler de qui? Alors moi, je vais parler de Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, Comme quoi, belle semaine, hein. alors si on exclut le relais mixte simple, Belle c'est semaine individuelle, c'est ça, excuse-moi, j'ai oublié de très préciser. belle semaine individuelle, où elle fait alors à chaque fois une faute, donc 9 sur 10 au sprint, elle termine 6e et 19 sur 20 à la poursuite. Donc moi, c'est vraiment ce côté tir qui m'a impressionné. C'est vrai qu'elle sur les skis, elle a pas eu non plus un niveau genre à la Justine des skis. Ouais, il en a peut-être manqué un C'est petit peu ça, hein, sur la poursuite. ça se voit au surtout niveau sur du ski, hein. le dernier tour de la semaine Ouais. face à Julia, pardon. Je vais y arriver. Mm. Mais du coup, non, malheureusement, grosse craquante au niveau du tir sur le single. Mais sinon, non, vraiment, grosse performance et très clairement très impressionné de sa forme en tir. Si elle arrive à garder ça, ça n'augure que du bon. On avait évoqué hein, avant la trêve, hein, peut-être des petits soucis physiques, enfin qui a été dans le dur physiquement. On n'est pas forcément rassuré après cette étape d'Oberhof, hein, 19 sur 20 sur une poursuite avec un dossard 6. Ouais, même 5, on peut dire, hein, vu que Ouais. Anna Sola n'était pas là. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc ouais, mais bon, le tir est là, donc si elle se requinque un peu physiquement, hein, c'est sûr que ça peut matcher. Elle est première française au général, hein, elle est quand même à Ouais. bon, plus de 200 points de Oui. Marthe Holzbourg. Et par contre, il y a un grand cap avec la 6e place parce qu'elle a 65 points de retard sur la 6e place. Donc ça semble compliqué d'aller chercher ce top 6, mais elle est quand même bien placée, enfin solidement attachée au top 10. Ok, Romain, tu veux nous parler de qui? Et ben moi, je vais vous parler de la petite nouvelle Paula Beauté, qui faisait ses débuts en Coupe du Monde la semaine dernière à Oberhof. Une première prometteuse, hein, puisque que ce soit sur le sprint ou la poursuite, a fini dans les points. Les deux courses à la 39e place. Vraiment première intéressante pour Paula qui n'a pas tremblé hein, derrière la carabine. Hein, sur le sprint qui était quand même dans des conditions difficiles, elle nous sort un beau 9 sur 10. Ah bah c'est sûr que commencer par Oberhof en Coupe du Monde, c'est un sacré baptême du Ah feu. bah là, t'es plongé dans le grand bain direct, là, ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Là, il manquait peut-être que le public, on va dire, pour vraiment avoir la totale. Mais ouais, un bon début pour Paula et sur la poursuite. Alors ça avait plutôt mal commencé avec 2 fautes dès son premier coucher, mais par la suite, elle a réalisé une course parfaite, en tout cas sur le pas de tir en blanchissant ses 15 dernières cibles. Donc pour finir une nouvelle fois 39e, donc ouais, un bon week-end pour Paula. Et juste pour vous dire, sur le sprint, elle avait le 54e temps de ski, donc un temps de ski dans les 60. Donc pour la poursuite, donc non, c'est un week-end Ouais, puis plutôt prometteur. comme tu disais, Romain, un beau mental, hein, parce que commencer sa première poursuite en Coupe du Monde avec 2 fautes dès le premier tir, on se dit oulala, ça va peut-être être long, et puis non, elle s'est bien ressaisie. Bon, sur les skis, c'est moins rapide, hein, mais après, voilà, hein, elle a quel âge, Paula? Elle vient d'avoir 21 ans. Elle a eu 21 ans le Ouais, 19 voilà, hein, décembre, donc, je crois. bon. Certaines à cet âge-là vont plus vite, mais voilà, c'est bon, première Coupe du Monde. Et bon, on se pose pas de questions, hein, ce sera la Ruhpolding normalement. Logiquement, oui. Ouais, surtout sur deux épreuves aussi rapprochées, il y a des chances qu'on la voit.
Ok. Bon bah c'était le choix de mes camarades pour les bleus. On va clôturer le sujet bleu. On va passer à la course au général. Alors là, 3 courses, 3 victoires pour Marthe Osbourg-Heusland, 2 victoires individuelles bien évidemment. Donc auteur d'un week-end exceptionnel. Est-ce que pour vous, la Norvégienne a mis un véritable coup de massue sur le gros globe et notamment sur sa principale concurrente, on en parlait la semaine dernière, Elvira Heuberg? Oui, totalement. Enfin, Ouais. pour moi, depuis le début, fait. c'est Holzbou, ma grande favorite. Hmm. Même si elle va faire une impasse, pour moi, clairement, un fil tout Elle peut droit se le vers permettre. ce général. Et elle peut se permettre, justement, plus de faire cette impasse. Elvira Heuberg, qui est la plus proche, devrait aussi en faire une. Donc, clairement, pour moi, si elle reste dans cette continuité à ce niveau-là, il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas chercher son premier gros globe à 32 ans. Même avis Romain, ça reste quand même la marque des champions ou des championnes de gagner toutes les courses d'un week-end. Ils sont pas si nombreux que ça à l'avoir fait. On a été très habitués avec Martin, mais ça reste quand même assez rare. Et je pense aussi que là, elle a pris quand même un coup d'avance Ouais, puis elle pour le dégage quand général. même une certaine sérénité. On en avait parlé aussi précédemment. Elle fait pas de bruit. Mais alors, c'est Oui, là, la poursuite, ça a été limpide, rien à dire quoi. Elle est clairement. solide. Bah, en fait, c'était comme Loginov, elle a été sereine, mais elle, par contre, elle a réussi à faire le travail jusqu'au bout. Et puis les tirs qu'elle a fait étaient quand même très très les Propre. balles qu'elle mettait dedans étaient très très propres. Oui, clairement. C'était plein centre. Elle a eu quelques cordons, mais sinon c'était quand même des jolis tirs. Donc, si je résume bien votre position, elle y va tout droit pour son premier gros globe. Donc, Elvira Heuberg va faire une impasse également comme la Norvégienne. Donc on Logiquement, devrait ouais. peut-être avoir un statu quo. Oui, en revanche, les Bélarusses, eux, c'est pas forcément prévu. Romain, t'en as pas parlé. Donc, Ma c'est pas prévu connaissance, qu'elle fasse. non, ouais. Ouais, alors bon, c'est vrai qu'Anna Sola, du coup, petit problème de santé, je crois, sur la poursuite. C'est Ouais, ce qui a été oui, ouais. évoqué. Ouais. Ouais, ou quelque chose. Bon, elle a pris cher, comme on dit, quand même. Elle a perdu beaucoup de points aujourd'hui. Bon, après, ça lui fera son score, ça lui fera son joker. Il y a Alim Bekava, elle, par contre, qui a fait une belle course et qui est en position. Est-ce que vous pensez que les Bélarusses sont les seuls qui peuvent encore peut-être un peu titiller Bartolsbou d'ici la fin de la saison, ou non, elles finiront peut-être sur le podium, mais c'est déjà trop tard. Ouais, moi je pense que c'est plus la deuxième option parce que quand on regarde Aline Mekava qui est la plus régulière et qui est actuellement troisième, elle est quand même à 119 points derrière Martha Holzbou, donc 2 victoires complètes. Enfin, ça veut dire qu'il faut qu'elle gagne 2 fois pour prendre le dossard jaune, mais je la vois pas garder le dossard jaune par rapport à Martha Holzbou. Donc non, pour moi la plus grande rivale reste Elvira malgré ses absences du coup à Antols. Donc non, je pense que ouais. Enfin, même si elle risque de faire une bonne position au classement général, je vois bien sur le podium Aline Bekara. Par contre, pas plus haut que ça, je dirais. Ouais, Elvira Heuberg, la dernière balle qu'elle loupe là, sur le debout, a fait mal, parce que elle se fait doubler. Bon, après, elle a rattrapé sur la piste, mais c'est vrai qu'elle a perdu quelques points au passage. Donc, bon, bah écoutez, tant pis pour le suspense, mais vous l'aurez compris, sauf catastrophe, il y a de fortes chances que Marthe Holzbou Ouais. remporte ce gros globe. Ouais, Romain. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ah oui, d'accord, après, tu voulais redire quelque chose. Non, non. Ok. Bon, allez, on clôture pour cette course au général, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On va parler de la journée de samedi, qui était une journée consacrée au relais mixte, et relais mixte simple. D'ailleurs, c'est le seul relais mixte qui aura lieu en préparation pour les Jeux Olympiques. Vous l'avez vu les Français, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin ont été préservés pour ce relais. Est-ce que vous trouvez que c'est une décision logique des coachs, C'est un petit peu râlé sur les réseaux sociaux, mais est-ce que pour vous c'est une décision logique? Pour moi, oui. Pour moi, oui, surtout pour le relais mixte simple. Pour le relais mixte double, c'est vrai que ça aurait, vu qu'il n'y en a qu'un avant les Jeux Olympiques, ça aurait pu être intéressant de le tester quand même. Après, c'est vrai que voilà, ça reste quand même compréhensible. Ouais. Et puis c'est dans la continuité ce qui avait été annoncé par le stade de l'équipe de France, c'est-à-dire pas d'impasse pour les leaders bleus, mais par contre il y aurait des adaptations sur les étapes. Donc je ne sais pas si ça se poursuivra sur
sur les relais de la semaine prochaine. Peut-être pas, hein, parce qu'il faut préparer quand même les JO. Après, il y aura 2 relais hommes, hein, je crois, avant les JO. Ouais, 2 relais hommes, 2 relais dames, ouais. Après, je sais que Fred Jean disait que il pourrait y avoir des changements, par contre, chez les dames sur les relais. On pourrait faire tourner. L'objectif était quand même d'être à 100% à Oberhof. À l'inverse, du coup, des hommes où on a fait quand même des impasses avec Emilia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet sur les relais. Mais chez les dames, ça pourrait changer. Il pourrait y avoir des changements sur les prochains relais. Mais ouais, logique pour moi, faire des impasses sur une course, comme ils ont fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Évidemment, c'est toujours bien de mettre la meilleure équipe possible sur les relais mixtes. C'est important, mais Ce n'est pas un manque de respect pour ces épreuves. non, bon, voilà, c'est bon. Alors, il y a la Suède, la Norvège et d'autres nations qui vont faire des impasses tout court sur toute une étape. Donc bon, c'est pas sur un relais que ça, voilà, on va Que ça va faire créer au scandale, hein. Et puis surtout, la différence. mettre Simon Détieux et Antonin Guigona, c'est vrai que ça reste quand même des très oui, bons athlètes. Enfin voilà, c'est c'est pas, pas- non plus, voilà. On n'est pas allé c'est chercher, pas ils sont en Coupe de France, hein. Oui, c'est quand même. Ouais, puis, la Norvège qui met son équipe, sa meilleure équipe, enfin sa meilleure formation d'équipe sur le relais mixte, c'est pas du tout par respect pour le relais mixte, hein, c'est vraiment pour tester le relais et entraîner le relais sous cette forme-là. Oui, non, mais c'est ça qui pourrait être reproché aux Français, entre guillemets. C'est de ne pas avoir mis une équipe type, vu que c'est la seule course de préparation avant les Jeux Olympiques. Cette épreuve de relais mixte sera olympique. Pas simple, hein, le mix tout court. C'est ça qui peut leur être reproché, de ne pas avoir fait un test grandeur nature et de partir un peu dans l'inconnu à Pékin, quoi. Hein. Après, c'est des biathlètes d'expérience aussi, hein. Ils ont fait plein de relais entre eux. Ils savent ce qu'ils doivent et puis faire. on n'est pas sur des relais d'athlétisme. On est à un mois arriver des de Jeux, passage de enfin, bâton, je choses pense comme pas que ça aura non plus une influence incroyable d'avoir fait ce relais mix sur celui des Jeux Olympiques, hein. Enfin, c'est Ok. voilà, c'est pas non plus, c'était pas Alors, essentiel. Bon, malgré ses absences, hein, la France termine quand même 3e du relais mixte. Est-ce que pour vous, alors la France et puis les résultats qu'on a eus, est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ce relais mixte, pour celui qui se déroulera aux Jeux Olympiques dans moins d'un mois ou un petit peu plus d'un mois? Voilà, pour moi, il y a 2 enseignements à tirer. Alors, il y a Ouais. l'enseignement principal, c'est que la Biélorussie va être vraiment très dangereuse et très clairement avec du coup l'Allemagne, la Russie, la Suède et bien sûr la France et la Norvège. Pour moi, c'est des prétendants au titre. Voilà, c'est vraiment ils l'ont prouvé là qu'ils étaient des très bons tireurs et très rapides sur les skis. Mais s'ils nous refont la même course, ça fera podium. Enfin, ça risque de faire podium, pardon. Au JO, donc ouais, non, très clairement. Et le deuxième enseignement serait plus pour les Français, surtout pour les Françaises en fait, et de voir que bah, finalement Anaïs Bescon et Julia Simon, c'est peut-être la bonne composition du côté féminin, parce que c'est vrai qu'elles nous ont bien rattrapé ce relais, et c'est vraiment... Elles ont peut-être gagné leur place, ouais, c'est possible. Par contre, que cette course elle a servi à ça, que pour titulariser c'est ça. les deux filles. Et valider du coup un On peu, verra. voilà, c'est ça, le relais. Ça sera la même configuration hein, aux Jeux Olympiques. Hein. Les 2 hommes commencent, on termine par les 2 dames. Non, je crois que ça C'est change. l'inverse. Ouais. C'est Ah, les dames qui important, ça. commenceront et les hommes qui termineront. Comme à Pyeongchang en fait. Oui, exactement. Enfin, comme c'était à la base de base sur les relais mixtes, Ouais. avant qu'on puisse C'est changer. bizarre quand même qu'ils changent que les formules, que ça soit pas aligné comme sur les compétitions genre championnat du monde ou Jeux Olympiques quand même, mais peut-être certainement une raison. Bah, hein. championnat du monde aussi, ça change, hein, aussi. Hein, Julia Simon avait fini sur le relais mixte simple à Pokljuka. C'était simple. Ouais. Avant, c'était l'inverse, c'était les hommes qui avaient terminé, je crois. D'accord. Non, ça change. Après, non, je pense que c'est une forme d'équité, que ce soit pas forcément toujours les hommes qui finissent, qui est la photo finish, la photo à la fin. Ouais, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, Ouais. ça peut être. Je trouve ça Je aussi crois avoir normal. lu que c'était aussi la raison pour que ce soit pas toujours les hommes qui fassent le dernier tour Après, et qui moi, passent la ligne d'arrivée. le truc que je trouve qui est négatif par rapport à ça, c'est que par contre, les hommes et les femmes font la même boucle. Oui. Si c'est les femmes qui commencent, les hommes vont faire la même distance que les femmes et inversement. Et C'est je ça. trouve que faire une course, enfin pour les hommes, c'est hyper court. Je trouve que finalement ils peuvent pas forcément creuser d'écart. Et c'est le côté négatif, je trouve de l'affaire. Tu voudrais avoir 2 pistes en fait. Bah comme c'était à l'époque sur- avant, hein. À D'accord, l'époque c'était c'était ça. 2 pistes. Hein. Ouais.
Ok. Mais là, ouais, je comprends pas pourquoi ils ont. Enfin, si, je crois que c'est par rapport peut-être au public, tout ça, le fait qu'on reste sur la même piste, c'est plus simple en termes d'organisation. Mais ouais, je trouve que c'est un peu le défaut du changement, par contre, qu'on fasse la même piste pour les hommes et pour les femmes. Des enseignements pour toi, Romain, tout de même, sur ce... Ouais, comme Raphaël, l'équipe biélorusse, ça va être la nation poil à gratter sur des jeux des grosses nations. Et la Suède aussi, quand même, 3 tours de pénalité. Ouais. Quatrième. Bah, ils peuvent remercier Elvire Reberg, qui a fait Oui, c'est vrai. Qui a fait, un sacré relais. On a doublé sur Ouais, la... c'était le TGV. Bah, c'est à cause d'elle qu'il n'y avait plus de neige au Oberhof, peut-être aussi. Elle est tellement Tout vite. aspiré. Ouais. Voilà, mais D'accord. non, ouais, Biélorussie, ouais, ça va être de sacrés clients, comme on avait déjà eu à Pyeongchang, mais là encore plus, on sent qu'il y a vraiment une force collective qui se dégage chez les dames, mais aussi chez les hommes, hein, même si on a peut-être vu moins Smolski ce week-end, mais c'est costaud, et non, sinon pas trop d'enseignements à tirer, surtout qu'il n'y avait pas d'équipe type pour toutes les nations comme pour la France, donc voilà, on va rester mesuré quand même, et ouais, voilà. Ok. Pour terminer, bon, on l'a dit, pour terminer sur cette journée de samedi, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher se sont un peu loupés sur le relais mixte simple. Ouais, beaucoup, Après, je peux dire. Beaucoup, oui, clairement. beaucoup. Alors après, ce relais mixte simple, entre les nations qui avaient mis leurs grosses équipes sur ce format, ceux qui avaient mis plus sur le relais mixte, honnêtement, est-ce que vous trouvez que cette épreuve de relais mixte simple, elle a encore du sens? Moi, personnellement, je m'éclate vraiment pas devant cette épreuve. Alors, on peut me dire, bah ouais, mais par contre, tu t'es bien éclaté sur les championnats du monde l'année dernière, victoire. Ouais, mais c'est différent quand même. Ou- C'est différent parce que c'est pas sur la même journée. C'est ça. Oui, c'est peut-être ça aussi. Non, mais en fait, il y en a qui ont, voilà, il y en a qui ont aligné. Alors, il y a des raisons aussi. Par exemple, une équipe comme la Belgique, qui n'a pas une équipe très grande au niveau du potentiel, va se mettre plus envoyer ses gros sur le mixte simple parce qu'il y a que 2 personnes. Il y a peut-être plus de chances de faire de résultats. Donc là, il y a un côté tactique. Ça, je l'entends tout à fait. Par contre, il y a eu aussi des côtés pas tactiques où on a privilégié le mixte simple ou l'autre, sans grande raison, ce qui fait que ça déséquilibre. En fait, le problème, Enfin, c'est moi, que déjà, il y a que 2 relayeurs. Il y a aussi un relais à côté. Ouais. Et on sait que généralement, sur certaines, que pas mal de nations, sur les relais, font reposer certains athlètes. Et étant donné qu'on a que 2 athlètes alignés déjà sur le relais mixte simple, forcément, ça se voit tout de suite quand tu veux reposer des athlètes. C'est plus flagrant que sur un relais à 4. On le voit sur le résultat. Oui, voilà. De toute façon, Russie, Autriche, Ukraine sur le mixte simple. Il y a que le Bélarus qui a réussi un peu, qui fait 2 sur le mixte et 4 sur le mixte simple. Mais ouais, non, je sais pas. Après, bon, l'Autriche, c'est comme des habitués sur le relais mixte simple. Ils ont la paire incontournable Hauser-Eder. Mais oui, c'est vrai que l'Ukraine a réussi à tirer son épingle du jeu, et quand même la Russie est en bonne forme. Il y avait quand même Retsova qui est quand même au top ce début d'hiver, et Babikov qui est quand même très bien aussi. Ouais. Mais Qui aime bien après, les ragements, c'est compliqué de tirer des enseignements sur des mixtes simples comme ça quand t'as des mixtes aussi à côté. C'est compliqué, en fait, tu peux pas aligner 2 équipes complètes, que ce soit sur le mixte simple ou sur le mixte, pour les grosses nations en tout cas. Faudrait les séparer, oui, c'est ça. faut surtout pas les mettre En fait, la même journée. Oui, il faut pas les mettre. on pourrait faire comme sur le début de saison, comme on fait avec un relais mixte, un relais homme le samedi et une poursuite dame le même jour, tu vois. Et on alterne relais dame le. Ah oui, mais quand c'est des. Ah oui, quand mince. c'est des relais Ah oui, mixtes, mince, oui, c'est vrai. compliqué, forcément hommes et dames en même temps. Ouais. C'est pas bête. Après, on peut sortir des concurrents des courses individuelles pour les mettre sur les relais, mais c'est encore. Sinon, une on pourrait autre affaire. courir les courses en même temps. Ceux qui n'ont pas qualifié la poursuite, Voilà. tu les mets directement. Voilà, c'est ça. Sinon, on court T'aurais des surprises. on court les courses en même temps, voilà, sinon. On va faire disputer un sprint et un individuel féminin en même temps, et puis ils vont faire un Non, mais choix oui, aussi. non, oui, c'est vrai que oui, non, mais oui, on oublie ce que j'ai dit, mais voilà, mais non, Non, mais ça pourrait être un mixte simple qui est en ouverture d'une étape de Coupe du Monde et on termine un dimanche sur un relais mixte. totalement, Enfin, ouais, ça, en ouverture, ouais, c'est. Après, peut-être que pour les télés, c'est un peu moins vendeur, alors on les met ensemble. Ouais, je sais c'est pas. vrai qu'un Mais- mixte simple comme ça en une seule journée, c'est pas forcément vendeur, c'est sûr que, ouais. Mais est-ce qu'il y aura d'autres relais mixtes simples sur le D'ici la fin de la calendrier saison. cette saison. À la fin de la saison. Oui, non, ouais, je crois. Ouais, parce que parce que c'est vrai que Ouais, il y Ah, en a Otepa, un Otepa. en Estonie. Ah, au départ. Ouais, en Estonie. C'est ça. ah, ok. L'année dernière, ouais. C'est ça. Donc bon, bah on verra si ça me réconcilie un petit peu, mais et ça sera pareil dans l'enchaînement du relais mixte, donc on sera sur la même
même la même configuration. configuration. Allez, on met un terme à ce samedi de relais. Avant de passer le Big Cup, Romain, on fait un petit point classement général. Si tu veux nous donner quelques données Ouais. pour ces messieurs et ces dames. Donc chez les dames, c'est Marthe Holzbourg-Rossoland qui est en tête avec 537 points. Avec 449 points, c'est Elvira Heuberg, la Suédoise. 418 points, c'est Dina Alimekava, la Biélorusse, qui donc occupe la dernière marche du podium. Et côté française, donc la première, c'est Anaïs Chevalier-Boucher, 307 points. 7ème, donc, et 9ème, on retrouve Anaïs Pescon, avec 292. Belle bagarre, on en parlait tout à l'heure pour les Françaises, pour la place de meilleure Française. Il y a une grosse cinquantaine de points entre Justine 12e et Anaïs Chevalier 7e. Ouais, Donc, c'est très serré, ouais. Il y aura du suspense. Exactement. Ok. Et le dossard bleu chez les dames, Elvira Heuberg, je suppose. Ouais, dossard bleu chez les dames, Elvira Heuberg, ouais, toujours en tête et bien en tête, 449 points, pardon. Donc, comme au général, comme je l'ai dit, mais avec une large avance sur Davidova, qui en compte 291. La Tchèque qui a d'ailleurs fait son retour dans le top 10 du général après cette étape à Oberhof, et Vanessa Voigt ensuite 3ème, l'Allemande, avec 224 points. Et donc du côté des hommes, pour le classement général... Ah, c'est beau chez les hommes, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est bleu, blanc, rouge, même chez les hommes, avec donc Quentin Fillon-Maillet qui est en tête, qui repasse devant son coéquipier Emilien Jacquelin de 12 points. 12 points d'écart entre les deux, à l'issue de cette 5e étape de la saison. Ensuite, on retrouve Samuelsson qui compte 425 points. Alors, si je calcule rapidement, il en a 36 de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Et sinon, autre Français au classement général, Simon Détieux qui est 11e, 270 points, devant Fabien Claude, 13e avec 259 points. Ça va être intéressant de voir ce que Quentin va faire. S'il a un peu plus de marge, il le perd la première fois au Grand Borneo face à Emilien, mais en terminant quand même 2e de la course. Donc on le surnomme le Morbac. Quentin il lâche rien, mais là pour une fois ça sera le chassé. Ouais. Donc on verra comment ça va se passer. Du côté des jeunes, Romain. Ouais, pas de surprise. 3e Samuelsson au général, premier au dossard bleu, meilleur jeune, donc toujours avec 425 points devant Lagrade, 2e 344 et 3e donc Bakken, le Norvégien, 226 points. La jeunesse suédoise au pouvoir. Exactement. Ok, allez, on ferme le chapitre Coupe du Monde, on passe à l'IBU Cup. Pas mal de choses à dire, Romain, sur ce week-end. Quelques résultats pour commencer. Ouais, 4e étape d'IBU Cup qui s'est disputée sur le site de Bresno-Osobli en Slovaquie. Alors c'était un week-end de compétition sur donc samedi et dimanche. C'était assez rapide, avec 2 sprints sur ces 2 journées. Alors les premiers sprints samedi a vu la victoire donc d'Alexander Andersen, le frère de Philippe. Donc, toujours là, les Norvégiens. On a toujours un. Ouais, toujours un derrière l'autre. Soit les deux ou les Andersen, voilà. toujours présent. Premier français, c'est Emilien Claude, 8e. Alors chez les dames, alors je suis désolé pour la prononciation. C'est une Norvégienne qui a gagné. Alors elle s'appelle Ragnhild Femstenveik. Désolé Aurélie. Qui a été hyper rapide sur ce week-end de compétition. Et on peut noter la 2e place de Guillaume Guigona, la sœur, pour ceux qui se demandent, d'Antonin, qui a réalisé donc son premier podium en EBU Cup, mais aussi la 5e place de Camille Benet. Ensuite, donc le dimanche, de nouveau des sprints, avec la victoire, une nouvelle fois, d'un Norvégien, Sindre Jorde. Vas-y Aurélie, vas-y, prononce-nous le nom s'il te plaît. Sindre Fjellheim Jorde. Eh bien, nous te remercions. Je vous en prie. Donc, qui s'est imposé devant 2 de ses compatriotes, Bjørntegard et Dale. D'ailleurs, ils ont terminé 5 dans les 6. Donc l'équipe B est vraiment prête pour remplacer les A. On va les voir cette semaine là, ça va être exactement. Sympa. Et d'ailleurs on peut aussi noter encore la 8e place d'Emilien Claude comme la veille sur sprint. Et enfin sur le sprint dame, la victoire de la Russe Larissa Kuklina avec un sans faute devant la Norvégienne qu'a prononcé tout à l'heure Aurélie.
Et aussi, côté français, on peut noter la superbe 4e place de Sophie Chauveau, qui a réalisé un sans faute. Je crois que normalement, c'est son premier en début Cup, donc ça paye. Hein. Alors, ça paye pas pour un podium, mais ça paye pour un gros résultat. Et une nouvelle fois, Camille Benet qui termine 5e. Donc, de beaux résultats quand même en équipe de France sur l'équipe Big Cup. Merci Romain. Un petit mot sur Caroline Colombo qui redescendait de la Coupe du Monde, 24e sur le deuxième sprint, c'est ça Ouais, 24e sur le deuxième sprint. Aussi, je crois qu'elle fait à peu près la même chose sur le premier. Elle termine 5e française sur le premier sprint. Et là, termine 4e. Donc oui, ça ne sera pas le retour de Caroline à Ruhpolding cette semaine. Dès cette semaine, ouais. C'est compliqué. Okay. Ouais. Mais il y a du niveau en équipe de France. C'est bien aussi. Ah bah oui, la relève est là. Et donc, l'IBU Cup, tu en parlais, ça aura lieu également cette semaine et toujours en Slovaquie. Ouais, toujours en Slovaquie. On reste sur ce même site. Ça commencera dès mercredi avec des individuels courts. On enchaînera vendredi avec des sprints et le samedi avec des poursuites. Ok, et avec une grosse échéance à la fin du mois de janvier. Ouais, totalement. Entre la semaine du 24 et 30 janvier auront lieu les championnats d'Europe à Harbour en Allemagne. Ok. Et des encore plus jeunes aussi. Il y aura un peu de Junior Cup en Slovénie aussi cette semaine. Ouais, à Pokljuka. Alors à la base, l'étape devait avoir lieu à Orfilsen, mais en raison des conditions, des restrictions sanitaires dans le pays, l'étape a finalement été décalée, reportée, délocalisée, à Pokljuka, qui sera d'ailleurs le site des championnats d'Europe junior la semaine suivante. Donc 3e étape de Junior Cup cette semaine entre le 13 et 16 janvier avec des sprints et des relais mixtes. Donc où il n'y aura pas de Français sur cette étape, mais il y en aura la semaine suivante donc sur les championnats d'Europe junior. Ok. Et donc on revient à la première division, à la Coupe du Monde. On le dit depuis le début du podcast. Cette semaine, c'est Ruhpolding. Malheureusement, huis clos. Ça, vous le saviez déjà. Ça date d'il y a un petit moment. Non, il y a encore rien d'officiel. Alors on parle. Ah, pardon. Je suis allé trop vite. Alors normalement, ce qui est sûr, c'est que la première course mercredi, le sprint dame est à huis clos. Après, pour le moment, il n'y a encore pas d'officialisation pour la suite. L'info devrait tomber normalement lundi là. Donc, Ok, donc peut-être que vous l'aurez déjà au moment de ce podcast. On n'est pas très optimiste. Non, normalement, on devrait se diriger vers un huis clos. Moi, c'est. D'accord. Et donc au menu, Romain. Au menu, donc, comme je le disais, donc mercredi, on va commencer. Donc ça commence très tôt. Mercredi à 14h30 avec un sprint dames. Le jour suivant, donc jeudi, ça sera aux hommes 14h30, la même chose. Un relais le vendredi, assez inhabituel, avec le relais dames à 14h30. Samedi, ce sera au tour des hommes, toujours la même heure. Et enfin, le dimanche, nous enchaînerons avec des poursuites. Donc, midi 45 les dames et 14h45 les hommes. Eh oui, il faudra attendre Antols pour revoir de nouveau des Mastart. Merci Romain. Écoutez, je pense que le tour est fait, c'est bien complet autour de cette étape d'Oberhof. Donc vous l'aurez compris, la Coupe du Monde reprend dès mercredi, donc une grosse semaine, 5 jours de biathlon en Allemagne. Romain, Raphaël, Aurélie, merci à vous trois pour vos éclairages sur cette semaine allemande. Merci Damien. Merci à toi. Toujours avec plaisir, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur ce podcast, ce qui vous a plu, déplu, et puis sur le biathlon en général, likez, partagez, des pouces verts, des pouces rouges aussi si vous voulez. Oh, pas trop quand même. On les accepte. Pas trop, non, pas trop, ouais, c'est jamais trop sympa. Et puis, écoutez, bonne semaine à toutes et à tous, et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde. Salut. Salut.